Pour enseigner, nous nous appuyons sur des ressources. Elles peuvent être extrêmement diverses et ont pour objectif de faciliter la transmission des connaissances. Leur qualité a un impact sur les apprenants, notamment sur leur motivation à remplir les attentes des enseignants. On peut alors se poser la question, qu'est-ce qu'une ressource de qualité? Quels critères contribuent à la définition de cette qualité? C'est ce que nous allons découvrir avec notre invité. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle causerie de la série Enseignement et Innovation de la collection Pédagogie de l'Université numérique de La Réunion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau le docteur Sébastien Waro, enseignant-chercheur en informatique à l'Université de La Réunion. Bonjour, donc j'enseigne au département d'informatique et je fais ma recherche au laboratoire d'informatique et de mathématiques dans l'équipe EDIM qui s'occupe de questions d'épistémologie, de didactique, de l'informatique et de mathématiques. Donc, je travaille avec des collègues qui sont à La Réunion, mais également des collègues qui sont à Mayotte et à Madagascar. En ce moment, je travaille beaucoup avec Christophe Declercq, qui fait donc partie du laboratoire informatique et mathématiques et qui travaille à l'INSP. Alors, Sébastien Waro, quelle est la problématique qui sous-tend vos questions de recherche? Alors actuellement, j'ai deux dadas. C'est l'amélioration de la motivation chez les étudiantes et les étudiants. Et un deuxième thème de recherche qui est comment produire une ressource de qualité et notamment comment produire cette ressource en co-construction. Actuellement, on travaille beaucoup sur la construction de ressources instrumentées. On aura peut-être l'occasion de revenir sur ce que c'est. Et ces questions, j'ai été content de voir que dans le dernier rapport du Conseil scientifique de l'éducation nationale, qui préconise un certain nombre de bonnes idées lorsqu'on fait de l'innovation pédagogique, que ces questions figuraient. D'accord. Alors, ces questionnements font partie de cette discipline de recherche qu'on nomme la didactique. C'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Dès que vous vous posez la question de savoir quoi enseigner, comment l'enseigner, quelles sont les difficultés rencontrées par les apprenants, est-ce que des méthodes qui ont bien fonctionné dans une discipline peuvent s'appliquer, on parle de transposition didactique, peuvent s'appliquer dans votre discipline, toutes ces questions-là sont des questions de didactique. Et ces questions sont aussi en lien avec des questions de pédagogie, qui, elles, s'intéressent plus aux échanges entre l'enseignant et l'apprenant, mais aussi entre apprenants, et qui s'intéressent à la classe comme lieu de l'apprentissage. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qui ressortent de l'état de l'art de la didactique spécifique à votre discipline de prédilection et à votre enseignement, qui est l'enseignement de la programmation? Oui, alors c'est une question extrêmement difficile. À la base, je suis donc informaticien, je n'ai pas de formation de didacticien, mais c'est vrai que autour de la didactique, on a énormément de thèmes. Donc il y a la didactique, mais il y a aussi des branches de la psychologie. Je crois que vous avez eu des causeries sur le thème de la psychologie cognitive. On parle aussi de psychologie de l'éducation, qui s'intéresse plus particulièrement donc à l'apprentissage, aux apprentissages des jeunes à l'école. Et je ne sais pas si parmi tous ces domaines et toutes les théories, les recherches de ces domaines, s'il y en a qui font l'unanimité. Je pense que c'est difficile. Mais en tout cas, parmi toutes ces théories autour de l'apprentissage, il y en a quelques-unes effectivement qui m'interpellent et que j'essaie de suivre. Je vais vous en citer deux. Dans les années 50-60, donc c'est une théorie cognitiviste, des chercheurs ont mis en évidence ce qu'on appelle la charge cognitive. Donc c'est une mémoire de travail qui est limitée en taille et qui, si on la surcharge justement, place l'apprenant dans une situation délicate, voire qui va conduire à l'échec de l'activité qu'il est en train de mener. Et alors comment est-ce que je tiens compte par exemple de cette théorie ? Dans une évaluation, je propose un exercice et puis cet exercice, je me rends compte que j'ai besoin de quelques fonctions, de quelques opérations que j'ai pas vraiment introduites en cours ou sur lesquelles j'ai pas beaucoup insisté et je me dis c'est pas grave, je vais dans mon énoncé faire quelques rappels, donc des rappels de cours dans un énoncé d'exercice, évaluer. Et alors si on en fait un ou deux, ça peut aller, mais si on commence à en faire 3, 4,
on se rapproche dangereusement de cette surcharge cognitive et on risque de placer son élève dans une situation difficile. Et donc, un petit peu, c'est comme si d'entrée, on le mettait en échec de l'exercice. Donc, c'est quand même un peu délicat. Donc, un deuxième exemple de travaux, c'est sur la psychologie de la programmation, qui s'intéresse par exemple aux représentations des élèves. Par exemple, comment est-ce que les élèves pensent que la machine travaille. Donc, quelle est la représentation de la machine d'un élève? Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et il faut en tenir compte quand, justement, on introduit une initiation à la programmation, pardon. Et donc, on introduit des instructions et ce genre de choses. Un deuxième élément sur cette psychologie de la programmation, c'est comment est-ce que des notions qui ont été vues dans d'autres disciplines viennent interférer, de façon positive ou négative d'ailleurs, avec des nouvelles notions vues dans la discipline. Je vais prendre un exemple. En informatique, on introduit la notion de variable et de fonction. Ce sont deux notions qui existent en mathématiques bien avant que l'élève se frotte à la programmation. Et au moment où il voit ces notions en programmation, quelle est l'interaction des deux? Donc il faut se poser le genre de questions et pas hésiter à justement aller interroger ce que l'élève sait déjà. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction pour lui? Qu'est-ce que c'est qu'une variable? Avant d'introduire le concept dans sa discipline. Donc voilà des thèmes, des questionnements et des théories de didactique qui m'interpellent et que j'essaie de garder quand je fais mes ressources. D'accord. Alors, par rapport à ces questionnements, on s'imagine qu'il y a du coup un lien entre votre recherche en didactique et les enseignements que vous dispensez, en particulier aux premières années à l'université. Alors oui et non. Oui, parce qu'effectivement, ce qui guide ma recherche en didactique, c'est mon enseignement. Les questions que je me suis posées, je me les suis posées d'abord dans mon enseignement, et c'est grâce à ces questions que je me suis dirigé vers de la recherche en didactique d'informatique, et j'ai côtoyé des chercheurs en didactique. Et non parce que, ou plutôt, tout ce que je fais en recherche, je ne l'applique pas directement à mon enseignement pour une raison simple, et je vais prendre une analogie en informatique, puisque c'est mon domaine. Lorsqu'on a un produit informatique, une application, on a toujours une version de production, donc celle qui est utilisée par le public, et pour pouvoir faire des améliorations, corriger les bugs, etc., on a aussi une version dite de développement qui est cachée, qui n'est pas accessible au public, et sur laquelle les développeurs font leurs tests et leurs essais. Et en général, on intègre à la version de production des éléments et des améliorations qui ont été testés suffisamment longtemps dans la version de développement. Mon enseignement, si vous voulez, c'est ma version de production, et ma recherche, ma version de développement. Sauf que mes tests, je les fais dans ma version de production, puisque je les fais avec mes étudiants. Donc il faut rester prudent pour que finalement les étudiantes et les étudiants ne paient pas les pots cassés de la recherche. Alors justement, est-ce que vous avez pu mettre en œuvre certains des outils de vos travaux dans le cadre de vos enseignements? Alors oui. Il y a une dizaine d'années, j'ai remarqué une vraie baisse de la motivation des étudiants pour pratiquer. C'est mon leitmotiv, hein, il faut pratiquer de la programmation pour s'en sortir. Et il y avait une vraie baisse de motivation des étudiantes et des étudiants à faire des exercices de programmation. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. J'avais lu des articles concernant la ludification et la gamification, donc qui sont des concepts qui regroupent différentes choses. Ça va du simple ajout de points ou de badges jusqu'à la création d'environnements complets, de jeux sérieux pour motiver les apprenants. À l'époque, j'avais ni les temps, ni les moyens humains, ni matériels de développer un outil ad hoc. Et donc, je me suis retourné sur ce qui existait sur le net. Et c'est là que j'ai fait quelques expérimentations d'exerciceurs en ligne, donc de plateformes qui permettent de faire des exercices de programmation. Alors, justement, comme c'est ludique,
le terme exercice n'est pas mentionné, mais on trouve les termes de pulse, de challenge, de kata, et on voit à l'écran un exemple d'un challenge multijoueur sur la plateforme Coding Game. Donc là, on voit que le résultat. Alors ici, il faut bien comprendre que l'exercice pour l'apprenant, ce n'est pas de réaliser ce jeu, de faire la partie graphique, mais simplement de programmer le comportement ici du dragonnet pour jouer au jeu. Donc c'est ce qu'on appelle un combat de bot en général. Donc la règle ici, c'est que chaque dragonnet part d'un côté du carré 9-9 et doit atteindre le côté opposé. Et c'est un jeu tour par tour. Chaque tour, soit le dragonnet avance, soit il pose un mur. Ici, on voit l'interface complète de la plateforme Coding Game. Donc vous avez à droite l'endroit où il y a le code de l'étudiant, et l'étudiant voit dans la partie graphique, qui est donc gérée entièrement par la plateforme, la réalisation de son programme. Donc il y a une espèce de validation par la plateforme du code qu'il a réalisé. Et ça plaît beaucoup aux étudiants, évidemment, c'est d'une qualité graphique et environnementale qui est vraiment formidable. Alors, est-ce que ce type d'approche présente tout de même des limites? Oui, ça présente des limites. La première limite, c'est justement ce gap entre le niveau d'un débutant et le niveau de la ressource. Là, le challenge qu'on vient de voir, je l'ai utilisé lors de projets, donc de fin de semestre, de fin d'UE. Et la première année où je l'ai utilisé tel quel. Donc les étudiants, après un cours sur la recherche de chemin, parce qu'on se rend compte, le dragonnet, au bout d'un moment, il est dans un labyrinthe, il faut qu'il trouve sa route pour aller à son point de rendez-vous, enfin au côté du carré. Et donc, les étudiants ont adoré la plateforme, mais ils se sont rendus compte de l'extrême difficulté à programmer le robot correctement, et donc ont été frustrés de ne pas y arriver. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un effet négatif, puisqu'ils avaient un très fort pic de motivation à un moment, au moment où ils découvrent l'outil, et puis ça retombe presque plus bas que ce qu'il était avant de commencer, et donc c'était contre-productif. Donc les 2 années d'après, j'ai essayé de corriger ça en faisant quelque chose de plus progressif, donc il a fallu essayer d'adapter l'outil, et j'en arrive à ma deuxième limitation, c'est l'adaptabilité. Donc ici, j'ai un outil qui est complètement externe, sur lequel j'ai très peu de moyens d'agir, voire pas du tout. Et ça, c'est un élément qui freine l'utilisation de ce type d'outils externes. L'année dernière, une conférence, donc Didapro, qui est une conférence de didactique francophone, un des articles était justement sur cette limitation de l'adaptabilité des jeux qu'on pouvait trouver en ligne pour aider à la programmation. Coding Game n'est pas la seule plateforme qui fait ça, il y en a des dizaines, mais tous ont ce problème d'adaptabilité. La troisième limitation, je dirais, c'est l'impossibilité d'avoir une gestion de classe, puisque c'est un outil complètement externe, donc j'ai pas très difficilement moyen de gérer l'ensemble de ma cohorte d'étudiants, de voir où ils en sont, de mesurer la progression, ce genre de choses. Et enfin, la quatrième limitation, qui est plus une recommandation ou un point de vigilance, c'est que dès qu'on met des étudiants sur une plateforme externe, avec un système d'inscription, de compte, il y a toutes les questions de RGPD qui se posent, et donc il faut être vigilant sur ce point-là. D'accord, donc finalement, s'affranchir de chacune de ces limitations, c'est se rapprocher d'une ressource qui aurait de bonnes propriétés. Tout à fait. Alors, dans la facilitation de l'apprentissage du code, il y a également la programmation par bloc, dont on parle de plus en plus. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement ce que c'est et quels sont les avantages à passer par ce type d'outil? Oui, alors, voilà, à l'écran, normalement, vous avez l'interface du langage Scratch, donc qui est un langage de programmation par bloc. Alors, par bloc, parce que si vous regardez sur la colonne de gauche, vous avez des petites pièces qui ressemblent à des pièces de puzzle qu'on vient emboîter les unes avec les autres pour faire le programme, pour réaliser son programme. Et donc, il
il y a deux avantages essentiels. Le premier avantage, c'est que grâce à ces blocs, tout ce qui est syntaxe et erreurs de syntaxe, qui fait partie des nombreuses erreurs que font les débutants, il n'y a pas ces problèmes-là. Il n'y a pas de problème de syntaxe, puisque une fois qu'on a posé son bloc, on a posé son bloc et il n'y a pas de faute. Le deuxième avantage, c'est que on fait de la programmation très rapidement, les jeunes, donc ça se pratique beaucoup au collège, ce langage. Les jeunes arrivent à réaliser des petits jeux. Donc là, on voit le petit chat qui s'appelle le lutin de Scratch. Donc on peut le faire se déplacer, dire des choses, etc. Et il y a une grande possibilité de créativité, puisqu'on peut changer le lutin, on peut changer les couleurs, on peut changer le fond. Et donc, très rapidement, les jeunes arrivent à faire des petits jeux. D'ailleurs, il y a de nombreux projets basés sur cette possibilité de créer rapidement des jeux. Et donc, on a des concours type hackathon qui exploitent cette possibilité du langage Scratch. Alors, j'imagine que cette programmation par bloc, elle a également un certain nombre d'inconvénients. Alors oui. Alors le premier inconvénient, c'est que effectivement, la programmation par bloc, si on peut remettre l'interface, la diapo qu'il y avait, voilà. Vous voyez qu'il y a une interface qui est quand même très riche. À gauche, là, les petits points, c'est différentes sections où vous avez d'autres blocs. Donc pour chacune des couleurs, là, on est sur le premier bloc, donc il y a tous les blocs bleus, mais il y en a énormément. Donc, à la limite, il y a beaucoup trop de choses et beaucoup trop d'éléments dans cette interface et dans le langage Scratch pour des grands débutants. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette programmation, d'accord, on voit qu'on peut créer des jeux, mais sans se rendre compte que derrière, on a un certain nombre d'éléments de programmation qui sont extrêmement difficiles et qui sont complètement masqués par le système de blocs et le langage. Et quand les étudiants ensuite passent à la programmation textuelle, tout d'un coup, ils se rendent compte de la difficulté à programmer des jeux. Un troisième élément de limitation, c'est le côté fastidieux. Dès qu'on crée un programme qui est un peu conséquent, on se rend compte que c'est fastidieux de manipuler les blocs pour créer des structures de données, pour dupliquer du code, pour avoir du code factorisé, ce qu'on peut faire facilement quand on fait de la programmation textuelle. Et ça, c'est un peu limitant. Et du coup, je préconise, moi, alors c'est très bien la programmation par bloc pour commencer, c'est ce qui est fait, mais je pense que vers la fin collège, début lycée, il y aurait peut-être intérêt à commencer une transition vers la programmation textuelle. Et à ce propos, il y a d'ailleurs des outils hybrides. Je parlais de mes collègues de l'équipe EDIM. Mon collègue Christophe Declercq a réalisé cette interface hybride qui permet de faire de la programmation par bloc. Donc on voit un petit bloc simple, mais ici les blocs sont des éléments du langage Python. Donc ici on voit un print pour afficher quelque chose à l'écran. Et lorsque l'apprenant réalise son programme, on a à droite la traduction. Le système traduit en langage Python, donc en instruction textuelle, ce que l'élève fait avec les blocs. Et donc ça, c'est un moyen de faire une transition vers la programmation textuelle quand on vient de la programmation par bloc. Alors, finalement, l'idée de tous ces outils, c'est de réussir à produire des ressources de qualité. Là, c'était adapté évidemment à la programmation. On en vient finalement à vouloir essayer de caractériser quels sont les critères qui définissent une ressource de qualité. Oui, alors là c'est une question vraiment difficile. Disons on va pouvoir commencer par... je pourrais donner deux catégories, donc des critères qui sont plutôt sur le contexte de la ressource, et un ensemble de critères sur le contenu même de la ressource. Donc pour une ressource, quand on parle d'une ressource pédagogique, elle est rarement isolée. Donc elle s'inscrit dans une continuité, dans une progression pédagogique pour un certain public. C'est ce qu'on entend par alignement pédagogique. Et donc le premier critère peut-être d'une ressource, c'est qu'effectivement, il faudrait systématiquement avoir explicitement les objectifs et les prérequis de cette ressource. Un deuxième critère intéressant, c'est
la notion d'accessibilité. Et en fait, quand je dis la notion, ce serait les notions, parce que quand je dis accessibilité, c'est accessibilité au sens du handicap, mais c'est aussi une accessibilité, par exemple, du web. Imaginons une ressource qui soit une page sur un site internet, donc une page web. On est content de sa ressource, on la teste sur son grand écran 24 ou 27 pouces, et puis on oublie que la plupart du temps, les jeunes, c'est ça qu'ils utilisent pour regarder la ressource. Et si on ne fait pas attention, ben, la ressource, elle peut être complètement inutilisable sur un téléphone. Et donc ça, c'est une chose importante à prendre en compte. Un critère aussi important, c'est le fait que cette ressource puisse s'intégrer dans le système de scolarité. Mine de rien, c'est important et ça facilite la vie, évidemment, à l'enseignant. Et pour les critères, qui ne sont cette fois-ci pas liés à l'environnement, mais qui sont liés au contenu de la ressource. Oui, alors, pour le contenu de la ressource, il y a quelque chose qui me semble vraiment important, un petit peu comme dans une dissertation, c'est l'introduction. Une bonne introduction va donner envie de continuer plus loin dans la ressource, donc va donner envie à l'apprenant d'aller plus loin, va motiver, c'est un critère vraiment important, va donner du sens au concept qu'on essaye de faire apprendre. Donner du sens, c'est vraiment quelque chose qui est important et qui n'est pas tout à fait dissocié de cette histoire de motivation. C'est-à-dire que quand un apprenant apprend un nouveau concept, parfois difficile, une des questions qui se pose, mais à quoi ça sert ? Et donc une bonne introduction qui donne du sens au concept, c'est vraiment fondamental. À l'écran, là, je vous ai mis un exemple, encore une fois produit par mon collègue. Donc c'est une activité, ce que j'ai appelé au début les activités instrumentées. Voilà un exemple. Donc ici, encore une fois, il s'agit d'un exercice de programmation à la base. C'est-à-dire qu'on veut que l'élève programme une structure de données qui s'appelle la pile et qui est une structure très utilisée en informatique. Et la ressource qui est là va permettre de donner du sens à la structure de pile et de donner envie à l'élève de programmer sa pile. Alors comment ça marche, cette ressource ? Donc vous avez un petit jeu, vous avez des moutons en bas, donc les moutons blancs sont à gauche, les noirs sont à droite, et le but, en cliquant sur les moutons, on fait faire des déplacements avec des règles, hein, et le but c'est d'amener tous les moutons blancs vers la droite et les moutons noirs vers la gauche. Le jeu n'est pas si trivial que ça. On fait quelques déplacements et au bout d'un moment, on est coincé parce qu'on a fait un mauvais déplacement et donc il faudrait revenir en arrière d'un coup pour continuer ensuite vers la solution. Vous voyez, il y a un bouton Undo, je ne sais pas si on le voit, mais qui, au départ, dans la version qui est là, n'est pas programmé. C'est-à-dire que quand on fait un Undo, c'est comme si on faisait un reset et on revient au départ. Après avoir fait quelques Undo, l'élève trouve ça très fastidieux et se dit « mince, il faut que je programme mon bouton Undo ». Et c'est là qu'il rentre dans l'activité, vous voyez une zone de texte, et il peut programmer son bouton Undo, qui s'appuie donc sur une structure de pile. Donc voilà un exemple de bonne introduction. Pour qu'une ressource soit bien, il faut aussi qu'elle ne soit pas trop longue. Actuellement, c'est un critère important. Les jeunes, ça va très vite, et si vous faites une ressource qui est trop longue, au bout d'un moment, ils décrochent, et ça ne va pas. Troisième critère, c'est que la ressource soit variée. Une ressource qui alterne des phases passives, donc l'étudiant ou l'apprenant ou l'élève lit une partie de son cours, des définitions, etc., mais ensuite bascule dans une partie active, où là il a des choses à faire, répondre à un petit questionnaire, faire un exercice de programmation, etc. Et enfin, un quatrième critère qui me semble vraiment important, c'est le fait d'éviter les biais. Alors les biais de genre et les biais de minorité, et là j'ai un exemple vraiment parlant, que j'ai expérimenté bien malgré moi il y a quelques temps. J'ai un exercice qui permet de manipuler ce qu'on appelle les données en table, qui est une sorte d'introduction au travail sur les bases de données, qui est quelque chose de beaucoup plus complexe. Les données en table, vous pouvez voir ça un petit peu comme votre feuille Excel de tableur. Donc on a des données, des lignes et des colonnes. En programmation, donc, on a moyen avec Python de manipuler ces données et de faire des requêtes et d'obtenir des informations supplémentaires. Et j'avais un exercice sur des données qui représentent les prénoms donnés en France entre 1900 et 2020.
Et une des questions de mon exercice, c'était de savoir quelle était pour chaque étudiant, quelle était l'année record de son prénom. Et là, je me suis rendu compte que pour à peu près un cinquième de mes étudiantes et de mes étudiants, leur prénom ne figurait pas dans la base en fait, puisque c'est uniquement des prénoms donnés en France. Et évidemment, j'ai des étudiants qui viennent des Comores, qui viennent de Madagascar, qui viennent de Mayotte, et les prénoms ne figuraient pas dans le fichier. Donc voilà, c'était un bon exercice a priori, mais qui finalement avait un biais de minorité beaucoup trop fort, et donc il va falloir que je me passe de cet exercice. D'accord. Alors, j'ai bien compris, du coup, les caractéristiques d'une ressource de qualité. Donc, il y a tout ce qui concerne ce qu'il y a autour de la ressource. Ensuite, on s'intéresse à ce qu'il y a à l'intérieur de la ressource. Donc, on y voit un petit peu plus clair. Maintenant que nous arrivons au terme de cette causerie, j'ai envie de revenir, du coup, sur cette question de mise en application. Quel conseil est-ce que vous donneriez à un enseignant débutant pour améliorer ses ressources? Eh bien, je ne vais pas être très original, mais mon conseil, celui que j'ai déjà donné dans la causerie précédente, c'est oser montrer son travail. Ne pas rester isolé, travailler en communauté et montrer ce qu'on a fait. Et en échangeant et en montrant ses ressources, on ne peut que les améliorer. C'est le regard croisé des collègues qui va permettre de détecter. Par exemple, si j'avais montré ma ressource sur les prénoms, peut-être que quelqu'un m'aurait fait la remarque sur le biais de minorité que je pouvais introduire. Il faut oser montrer son travail et dernièrement, là, justement, dans cette communauté et dans mes échanges avec mes collègues du secondaire, j'ai remarqué que depuis 6 mois à peu près, on a de plus en plus de collègues qui osent montrer leurs devoirs sur table, ce qu'on appelle les DS, et leur bac blanc, donc les examens un petit peu plus costauds que les collègues donnent à leurs élèves pour s'entraîner à l'épreuve du baccalauréat. Et ces collègues qui osent montrer leurs devoirs sont plus nombreux, et effectivement il se crée un échange tout de suite sur le contenu des questions. Pourquoi tu as mis cette question là, ça me semble un petit peu hors programme, etc. Il y a un échange qui se fait, et au final, non seulement la ressource du collègue est meilleure, mais les collègues qui ont participé à l'amélioration de la ressource se disent « Ah ben, ce devoir il est intéressant, je vais le donner aussi à mes élèves ». Et donc, on se retrouve avec une ressource qui est co-construite, qui est de meilleure qualité et qui sert à plus de monde. Donc, présenter sa ressource à la communauté comme vecteur d'amélioration de la ressource pour avoir une ressource de qualité. Voilà. C'est bien noté. Cet échange touche maintenant à sa fin. Merci Sébastien Waro pour cet échange éclairant sur la production de ressources et l'évolution de l'apprentissage de la programmation. Merci à vous, et puis j'espère qu'on aura produit une ressource de qualité, et c'est les lecteurs et ceux qui vont visionner qui nous diront. Effectivement, je note la petite mise en abîme, et je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle causerie, toujours sur le thème de l'innovation et de l'enseignement.